Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième webconférence du dispositif Rex Bâtiment Performant dans le cadre d'Ombré sur le sujet de la climatisation aujourd'hui. Avant de présenter les quelques enseignements, on va vous donner quelques informations sur le programme Ombré. Cyril vous présentera quelques infos sur la SPL Horizon et puis quelques mots sur le dispositif Rex Bâtiment Performant également pour bien comprendre comment ont été choisis les enseignements et puis comment la démarche elle s'est mise en place. Et puis, Cyril, ensuite, vous présentera 9 des 12 enseignements du rapport climatisation. Donc, tout d'abord, sur la présentation de Ombré. Donc, je rappelais que c'est un programme C2E inter-outre-mer pour des bâtiments résilients et économes en énergie, et dont les partenaires sont Aqua, le CAUE Guadeloupe, Quai Bâti en Martinique, Horizon Réunion, et puis la FEDOM. Et donc, du coup, le programme Ombré, donc, il y a 3 grands axes principaux. Le premier qui est celui de capitaliser, ça se traduit notamment par deux grandes actions. La première, c'était l'état des lieux des connaissances et des ressources qui existent sur les différents territoires. Donc c'est un travail qui a été fait par les différents partenaires. Et donc l'objectif, voilà, c'était de recenser toutes les ressources pour pouvoir les centraliser et puis faciliter leur accès, quel que soit le territoire. Le deuxième intérêt de cet axe de la capitalisation, c'est l'enquête qui a été menée sur les bâtiments performants pour voir un petit peu toutes les bonnes pratiques et puis éventuellement les non-qualités sur des projets, sur différentes thématiques. Et donc, c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui. Le deuxième axe d'Ombré, c'est celui de partager. Donc, toutes les ressources qui ont été recensées, elles seront réunies sur une plateforme qui s'appellera Pergola et qui permettra voilà, de simplifier l'accès à toutes ces ressources. Et enfin, le troisième axe de travail de Ombré, c'est l'accompagnement. Et ça se traduit notamment par l'incubateur qui a été mis en place et qui a permis d'accompagner 10 projets sur les différents territoires. Donc des projets, notamment un si il faut retenir un aujourd'hui, qui est en lien avec notre thématique, qui s'appelle Climaterre, qui est un projet dont les résultats permettront d'aller un peu plus loin et plus en détail, notamment concernant quelques enseignements qu'on va présenter aujourd'hui au sujet des groupes d'eau glacée notamment. Voilà, donc vous pouvez aller sur le site d'Ombré, vous retrouverez les 10 projets qui sont actuellement incubés. Du coup, Cyril, si tu veux, je te laisse la parole pour présenter, donner quelques mots sur la SPL Horizon. Oui, donc bonjour à tous. Donc Cyril Loireau, chef de projet sur la partie maîtrise de l'énergie à la SPL. Donc la SPL, c'est une société publique locale créée en 2013 qui a repris le flambeau de l'association AREA. Donc on accompagne les collectivités locales, territoriales, actionnaires dans le développement de projets aux enjeux énergétiques. Donc les domaines d'activité qui sont les nôtres sont la maîtrise de la demande en énergie, les énergies renouvelables, mais aussi l'observation et la gouvernance, donc la gouvernance notamment des comités MDE, l'observation avec, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'Observatoire de l'énergie de la Réunion, qui a son propre site, qui publie tous les ans les bilans annuels de consommation, de production électrique, etc. Et au-delà de ça, consommation d'énergie. Et donc, l'information, la sensibilisation, ça commence par les petites écoles jusqu'à la sensibilisation de professionnels. Et on a élargi récemment notre champ d'activité, de compétences aussi à l'environnement, à la biodiversité et au climat. Donc, nos missions, un peu comme tous les partenaires d'Ombré, sont d'accompagner, d'observer, d'innover, de sensibiliser et d'informer. Donc, on travaille beaucoup pour les collectivités, mais aussi beaucoup par délégation sur le résidentiel chez les particuliers et beaucoup également sur les TSIA. On a fait quelques études sur l'industrie, mais c'est pas encore pas vraiment notre champ d'activité. Donc, très orienté résidentiel, économie d'énergie, confort thermique et TSIA. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la SPL Horizon Réunion. De toute façon, on a un site internet, on a un Facebook, etc. Donc on est facilement joignable. Et si vous voulez avoir des informations, il y a quelques informations, études à portée de main. Merci Cyril. Donc quelques mots sur le dispositif Rex Bâtiment Performant, donc qui a été mis en œuvre dans le cadre de cette action. Donc ce dispositif, en fait, il est basé sur le retour d'expérience in situ. Donc c'est-à-dire qu'on a une visite de bâtiments performants des visites qui sont faites, donc notamment par Cyril de la SPL pour le territoire de la Réunion.
Et donc il y a une visite de bâtiment, une rencontre et des interviews avec les acteurs qui ont contribué à ces projets, donc les acteurs de la conception, de la maîtrise d'ouvrage, des entreprises, voire même des usagers. Le but est de recueillir un maximum d'informations, de comprendre le projet, de comprendre les choix qui ont été faits, et puis également de relever les bonnes pratiques et également les non-qualités ou les points qui auraient pu être améliorés ou qui sont à améliorer. Ça, c'est la première étape. Donc, ensuite, on a une deuxième étape qui est celle de la capitalisation, où donc tout ce qui a été vu sur le terrain, tout ce qui a été partagé par les acteurs du terrain est capitalisé dans une base de données commune qui permet de recenser voilà, tous ces éléments et qui nous permet d'arriver à la troisième étape qui est l'étape d'analyse. Donc cette étape d'analyse, en fait, on a un sujet précis, donc il y a une requête qui est faite dans cette base de données par l'enquêteur, donc en l'occurrence Cyril sur la thématique de la climatisation. Et donc il y a une hiérarchisation, un tri qui est fait de tous ces enseignements, et on s'entoure au minimum 2 experts de la thématique. Donc pour cette thématique, on a été accompagné par 2 contributeurs également, donc on verra tout à l'heure. L'objectif, c'est de confronter les points de vue, de sélectionner, on va dire, les enseignements qui ont été les plus récurrents ou qui ont amené le plus de questionnements sur le sujet. Donc, il n'y a pas forcément une question de quantitatif, mais c'est surtout du qualitatif. On essaye de comprendre ce qui s'est passé. Donc, on retient pour ces premiers rapports, les rapports 12 enseignements, les 12 points principaux par rapport à ce qui a été vu sur le terrain. Et derrière, tous les autres enseignements qui ne peuvent pas être traités par ce rapport thématique, on a d'autres types de livrables, type photos commentées, études de cas, etc., qui nous permettent d'aborder l'ensemble des sujets. Et donc ça, c'est la quatrième étape de valorisation de ces contenus. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, la présentation de cet après-midi, et puis les autres livrables qui seront disponibles dans la mallette pédagogique du dispositif RexBP dans un premier temps, et puis également sur le site Ombré, et puis sur le site Pergola dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sera cette plateforme qui va recenser le maximum de ressources notamment pour les économies d'énergie. Donc voilà le dispositif Rex Bâtiment Performant en quelques mots. Sur le rapport qui contient 12 enseignements, aujourd'hui on va vous en présenter 9. L'idée, c'est pas forcément de tout présenter, mais c'est de montrer ce qui va exister et puis d'avoir déjà des premiers retours. Donc pour ce rapport, on a été entouré par Floriane Mermoud et puis Christophe Lombardo comme contributeurs. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a un rapport, il y a toujours au minimum 2 contributeurs experts. Et puis on peut également solliciter sur des points un peu plus précis d'autres contributeurs pour les analyses plus approfondies. Du coup, Cyril, je te laisse la parole sur quelques mots d'introduction sur ce sujet de la climatisation. Le post-climatisation donc, représente entre 45 et 70% de la consommation d'un bâtiment TSIA de type bureau à La Réunion. Donc, on a eu des études assez récentes, là, notamment le REX des consommations d'électricité des bâtiments TSIA de La Réunion de la Guadeloupe en 2020, dans le cadre du pacte étude menée par Atelia notamment. Donc, on a un chiffre de 311 gigawattheures par an pour le TSIA. TSIA type bureau, on va dire. Et sachant que le TSIA, globalement, c'est aussi un tiers des consommations à La Réunion. Donc, pour rappel, je donnais la consommation de La Réunion, il me semble que c'était en 2019, donc 2769 gigawattheures. Donc, on voit que ça a quand même une certaine importance, cette consommation de cette typologie-là. Et on voit également, par exemple, sur la courbe de charge entre hiver et été, que j'avais récupéré sur l'Open Data d'EDF, on voit quand même une différence assez sensible sur la courbe de charge en été par rapport à l'hiver. La puissance AP est beaucoup plus élevée, ce qui est notamment dû, et principalement dû, on suppose, à la climatisation. Climatisation dans le TSIA qui est pratiquement généralisée, et même dans le résidentiel qui commence à s'équiper fortement. Il y a encore quelques années, La Réunion était peut-être moins équipée que les autres DOM en termes de climatisation individuelle. Aujourd'hui, je pense qu'on a rattrapé le retard. On a pas mal de foyers, même en appartement, en collectif, qui sont équipés de split system. Voilà. Même sur des maisons récentes, il est pas rare d'avoir des splits, un pour le salon, parfois un par chambre, etc. Donc ça peut conduire à des maisons avec 4 split system, par exemple. Donc c'est ce qu'on essaie d'éviter. Également, ce qu'on peut dire, pour simplifier et synthétiser,
dira qu'il y a trois grandes technologies pour la climatisation. Donc le split, qui est la détente directe, petite unité. On peut avoir du multi-split limité à quelques diffuseurs. Le DAV, qui est un système centralisé mais qui fonctionne avec détente directe assez similaire au split. Et puis le groupe d'eau glacée. Donc de façon très réductrice, mais en gros les splits et les DAV contiennent relativement beaucoup de fluides frigorigènes qui sont, pour les plus anciens, nocifs pour l'environnement en général, pour la couche d'ozone et pour le CO2. Le groupe d'eau glacée fonctionne principalement sur un fluide caloporteur qui est l'eau, qui est donc par nature un peu moins polluant pour l'environnement, mais qui est plus complexe à mettre en œuvre d'une certaine façon. Mais on abordera ça peut-être plus en détail par la suite. Donc on a, pour centrer le débat, ces trois grandes technologies, et on verra que peut-être chacune de ces technologies répond à un besoin particulier. On a également, ces dernières années, l'essor de la climatisation, en tout cas du terme climatisation solaire. Donc on va en parler, savoir de quoi on parle, qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce que ça signifie. Et on a également, plus rarement, mais la question se pose de plus en plus, l'idée de stockage de froid. Donc on va regarder ça, on va voir qu'est-ce que ça peut apporter, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ensemble du circuit a son importance du début à la fin, je vais dire, sur la chaîne de production de froid et la distribution, dans une quête de performance énergétique globale. Donc il faut parler de qualité des réseaux, il faut parler de termes techniques, par exemple d'équilibrage hydraulique, il faut parler bien évidemment du calorifugage de l'ensemble du réseau d'eau glacée ou de canalisation glacée. On va parler aussi de dimensionnement des groupes de production, des pompes de distribution et aussi de suivi de consommation. Donc tout ça pourquoi? Parce que je vous rappelle que la Réunion, comme les autres DOM d'ailleurs, a un mix électrique encore fortement carboné. Donc on est ces dernières années aux alentours de 35% d'énergie renouvelable dans le mix, ce qui fait qu'on a une kilowattheure fortement carbonée à hauteur d'environ 700 grammes équivalent CO2. Fort heureusement, tout ça va changer. Il faut juste rappeler que la Réunion s'était engagée dès le début des années 2000 à devenir, on va dire, entre guillemets, autonome électriquement d'ici l'horizon 2030. Il y a eu plusieurs mandatures, plusieurs gouvernances, etc. On a fait un palier intermédiaire en 2020 à 50%, donc on n'y est pas arrivé. Par contre, la nouvelle mandature, la nouvelle gouvernance a impulsé une nouvelle action qui est donc notamment la biomasse dans le mix électrique, ce qui fait qu'on devrait passer à un mix nettement moins carboné dès 2024. L'objectif est de 90-100% d'énergie renouvelable, donc biomasse un peu, de l'hydraulique, ça on sait déjà faire, du photovoltaïque, etc., pour avoir un mix le moins carboné possible. Donc tout ça pour dire que la PPE 2019 et 2028, il y a une coquille sur la présentation 2019-2028 est adoptée. J'ai juste fait une extraction, voilà, pour une synthèse. L'objectif en gigawattheure évité par an en 2023 et en 2028 par rapport à une situation de référence. Tout ça aussi est à mettre en perspective pour la partie grand TSIA avec l'arrêté TSIA qui a été publié en avril 2020 et qui paraît d'une façon très, très rapide, très synthétique, oblige à faire moins 40% de consommation en 2030 par rapport à une année de référence qui se situe entre 2010 et 2019. Donc pour le TSIA, on sait très bien que la clim étant l'un des principaux, sinon le principal poste de consommation, il faut essayer de trouver des améliorations ou un changement de paradigme, pourquoi pas sur la clim, pour essayer de répondre à cet arrêté TSIA, qui, je rappelle, est réservé aux plus de 1000 m². Donc voilà les éléments d'introduction. Donc on va passer directement aux enseignements. Donc, comme vous disait Samuel, ces enseignements sont issus d'audits et de remontées terrain. Donc voilà, donc ils représentent ce qu'on a pu voir à un moment donné. Le premier constat, c'est de choisir une typologie de froid adaptée aux besoins. Par exemple, on peut avoir un premier constat de non-qualité, qui est d'avoir des groupes d'eau glacée qui sont mis en œuvre pour climatiser de faibles surfaces.
Là, en l'occurrence, on a la photo d'un groupe qui climatise une administration. Le problème, c'est que la surface est relativement faible. Et on va, en fait, pour résumer, le groupe a deux niveaux de production. Jusqu'à 6 à 7 7 locaux, pardon, le groupe va fonctionner sur son premier étage de production. Le problème, si on peut dire, c'est qu'à partir du 7e ou 8e local climatisé, demandant du froid à ce moment-là, le deuxième étage va se déclencher. Et du coup, la consommation à ce moment-là va doubler. On avait fait des instrumentations, on l'a vu rapidement. On avait des consommations de courant qui passaient de 30 à 60 ampères pour un seul local en plus. Ce qui est embêtant parce qu'on double la puissance alors qu'on rajoute quelques poissons de surface climatisée en plus. Et globalement, quand on regarde bien, en fait, la plupart du temps, les besoins en froid étaient concentrés sur quelques locaux en particulier, ce qui fait que le groupe d'eau glacée n'était peut-être pas la meilleure solution à ce moment-là. Mais bon, on verra qu'il y a d'autres difficultés dans le dimensionnement. A contrario, on peut avoir aussi sur un même site, et surtout avec des besoins homogènes, une multiplicité des productions, on va dire unitaires, type split, DAV, voire parfois avec des groupes de glacés. Cela peut s'expliquer. Il peut y avoir, entre-temps, sur un bâtiment, une extension, un changement de destination d'un local, par exemple, avant une salle de spectacle qui est maintenant devenue une salle de bureau, enfin, que sais-je. Ce qui fait qu'on a rajouté de la surface, on a rajouté de la surface climatisée, voilà. Ce qui explique qu'on peut avoir ça. Mais là, le visuel est intéressant parce qu'on est sur un site a priori assez homogène et on voit qu'on a éclaté des productions entre les DAV et les splits. Voilà. Sachant que, en principe, en général, on cherche à centraliser pour limiter la quantité de fluide frigorigène, pour simplifier la mise en œuvre, simplifier la maintenance et la maîtrise du groupe. Ces constats de technologies qui ne sont pas forcément adaptés aux besoins, les impacts qui sont les suivants, c'est-à-dire qu'on a par exemple des fonctionnements de certains groupes de glacés 24 heures sur 24 uniquement pour alimenter un seul local qui requiert une climatisation continue. Par exemple, une salle serveur dans une administration ou, je ne sais pas, ça peut être un local poubelle dans un autre type de bâtiment. Ça peut conduire aussi à surestimer la puissance nécessaire avec un surcoût d'investissement, bien évidemment, et une baisse globale du rendement. Ça peut aussi amener à, comme je disais, une augmentation significative du volume de réfrigérant par la multiplication des systèmes DAV ou split. Parce qu'on a aussi tendance à dire que le groupe d'eau glacée est peut-être complexe à mettre en œuvre, il y a des réseaux, il peut y avoir des fuites d'eau, il faut de la maintenance, on peut avoir des pompes de relevage qui lâchent régulièrement, ce qui fait des dégâts en faux plafond, la clim fuit, etc. Et donc, certains acheteurs clients ont envie de se tourner vers le DAV, qui est une solution beaucoup plus souple, qui répond aux besoins et qui adapte sa charge en fonction des besoins. Sauf que le DAV, il comporte quand même une certaine quantité de gaz frigorigène, et à 410 par exemple, et si on commence à en avoir plusieurs, ça commence à représenter une certaine quantité. Sachant également mais les DAV ne sont pas encore tout à fait impactés, mais dans la réglementation F-gas, ces gaz-là et A410A sont amenés à être de moins en moins utilisés, à voir leur production diminuer, les coûts augmenter et à terme éventuellement disparaître pour laisser de la place à d'autres fluides type ER32 ou autre. Donc il faut faire attention à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on installe un DAV ou une climatisation, il faut anticiper ces changements à venir parce qu'il y a aussi la durée de vie et l'amortissement en quelque sorte de l'équipement à assurer. Donc les bonnes pratiques, c'est relever dès la conception les différents usages dans les bâtiments. Donc si on a un usage particulier type salle de spectacle, salle informatique, salle serveur ou autre, il faut penser peut-être à faire déjà une installation indépendante, notamment pour les besoins assez, on va dire, assez simples et récurrents,
On va peut-être prévoir des installations indépendantes à des temps directs pour ces locaux-là, à un usage spécifique. Pour l'usage des DAV, sans que ce soit une règle ou une obligation, essayer quand même de limiter l'usage de ces technologies aux bâtiments de surface moyenne, pour les raisons que j'ai évoquées. Quelques centaines de mètres carrés au plus. Vous voyez qu'on n'a pas fixé de seuil intermédiaire, on n'a pas un chiffre concret, parce qu'il y a discussion, il y a débat, et on pourrait en discuter lors d'ateliers thématiques. Mais voilà, il faut essayer de s'attacher à quand même limiter les DAV et préférer, en tout cas on le pense, l'eau glacée pour les grandes surfaces, notamment plus de 1000 m². Et là, c'est un peu compliqué par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est de peut-être sectoriser la production de froid dans les bâtiments collectifs. Par exemple, un DAV par étage. Vous avez par exemple un bâtiment de bureau avec 3-4 niveaux et une entreprise ou un type d'activité par niveau. Les besoins ne sont peut-être pas homogènes selon la nature de l'activité, selon si le personnel est là toute la journée ou s'il est sur le terrain, il rentre l'après-midi, etc. Les besoins sont peut-être différents. Et peut-être même que certains, dans un but de transition écologique, sont prêts à se passer de climatisation pour privilégier les brasseurs d'air, alors que d'autres réclameront toujours la climatisation. Donc, si les besoins sont vraiment différents et s'il y a du turnover dans les entreprises sur ces plateaux de bureaux, peut-être sectoriser la production de froid avec, par exemple, un DAV par étage. Exemple de bonne pratique, là, on avait la mise en place d'un système DAV pour des besoins très, très ponctuels, faible surface, et qui, en plus, fonctionne plutôt sur un mode de rafraîchissement. Donc, avec une consigne à 26 degrés, une télécommande centralisée gérée par l'exploitant de site, des télécommandes individuelles, mais qui en fait sont bloquées, où on ne peut pas descendre la température de consigne en dessous d'un certain seuil, avec des coupures automatiques, des démarrages automatiques, voilà, tout ce qu'il faut pour essayer de limiter les consommations, et qui en plus ne fonctionnent pas en général en hiver. Merci Cyril. Et du coup, sur l'enseignement suivant, qui est celui de définir finement son projet de climatisation solaire, tu en as parlé un petit peu en introduction. Quel type de constat de non-qualité on peut aborder? Oui, donc il faut bien définir qu'est-ce que la climatisation solaire. Nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'une installation photovoltaïque pour alimenter la production de froid est parfois mise en œuvre sans études préalables. En fait, dans climatisation solaire, selon nous, il faut faire un distinguo entre la première technologie, entre guillemets, qui est en fait juste une autoconsommation photovoltaïque. On a une centrale photovoltaïque qui donc produit du courant, qui réalimente le TGBT, et sur lequel va venir puiser le groupe froid. Dans ce cas-là, c'est une autoconsommation, il n'y a pas vraiment de lien direct et il n'y a pas vraiment d'assurance que le maximum d'énergie photovoltaïque produite est utilisé par la climatisation. La seconde, par contre, on peut parler de climatisation solaire selon nous quand on a une intelligence, un relais, un automate entre la production d'électricité photovoltaïque et la production de froid, et qui peut nécessiter aussi un stockage d'énergie sensible, latent, on en parlera tout à l'heure, éventuellement stockage batterie pour le photovoltaïque qui restituerait ensuite au groupe froid. Le problème de ces termes de climatisation solaire, c'est qu'on a tendance à penser que l'énergie est gratuite, que c'est couvert par le solaire à 100%, alors que ce n'est pas le cas, ni dans ce qu'on appelait l'autoconsommation photovoltaïque qui alimente la clim, ni dans la vraie climatisation solaire. Voilà, enfin, on parlera des projets qui marchent bien après, mais les impacts, ça peut être déjà d'avoir un surdimensionnement préjudiciable pour les performances et le coût d'installation, et on le sait que pour la rentabilité, le point de vue financier, c'est essentiel sur la partie photovoltaïque notamment, donc il faut veiller à ne pas surdimensionner et la partie photovoltaïque et la partie production de froid. Il faut vraiment un travail assez fin. Et en plus, c'est deux corps de métier assez différents. Donc, pour faire l'interface, il faut également quelqu'un entre les deux qui arrive à mêler ces deux thématiques-là. Donc, comme je disais, il y a toujours une consommation résiduelle d'électricité du réseau, même pour la clim solaire, on va dire, intelligente.
En général, pour de très bons projets, d'après les premiers retours qu'on a, on est aux alentours de 70, peut-être 80% de couverture solaire photovoltaïque, donc d'énergie effectivement gratuite, entre guillemets. Le reste proviendra quand même du réseau EDF. Voilà. La problématique aussi, c'est que bien souvent, il n'y a pas de travail d'optimisation sur la demande de froid. On aura tendance à mettre du photovoltaïque suffisamment dimensionné en puissance pour alimenter la puissance électrique du groupe froid, sans s'être rassuré au préalable quels étaient les besoins froids, est-ce qu'on a essayé d'optimiser ces besoins froids, etc. Voilà. On a tendance peut-être à simplifier et à mettre les productions qu'il faut et à relier les deux, et c'est fini. Et un impact, et ça n'a pas des modes, c'est que quelque part, si les surfaces exploitables en toiture sont restreintes, contraintes, ça fait quand même de la surface disponible en moins pour du photovoltaïque pour alimenter d'autres usages. Ça peut être le reste de la consommation du site, parce qu'on a quand même de l'éclairage, une vingtaine de pourcents, on a de l'informatique, on a de nouveaux besoins, les gens maintenant se déplacent en véhicule électrique, soit en voiture, soit en vélo, en trottinette. Voilà, dans quelques entreprises, on commence à recharger ces modes de déplacement sur la borne au travail, avec l'accord de l'entreprise, bien sûr. Mais je veux dire par là, il faut réfléchir global, quels sont les besoins aujourd'hui, quels sont les autres usages et quels sont les besoins demain. Par exemple, si une entreprise a une flotte de voitures électriques, cette surface PV en moins peut pénaliser le projet global. Donc les bonnes pratiques, c'est bien évidemment d'étudier la demande réelle de froid du bâtiment avant tout projet de climatisation solaire. Bien entendu, quand on dit optimisation des besoins en froid, ça passe aussi par le bâti. Donc il faut un bâti assez optimisé. Il faut avoir quand même peut-être un minimum d'isolation ou de protection solaire, en tout cas des baies, des vitrages, etc., pour quand même réduire les apports solaires déjà un maximum avant d'aller vers des seuils bas de climatisation, etc. Et il faut caractériser son projet. Est-ce qu'on souhaite juste une autoconsommation ou une climatisation avec le plus haut taux de couverture possible? Et bien entendu, le prérequis, c'est d'avoir une régulation, une interface, on va dire, intelligente qui fait le couplage entre la climatisation et la production solaire. Et bien évidemment, cette régulation intelligente s'accompagne aussi d'une prestation, un maître d'œuvre, un bureau d'études, qui s'assure de coordonner les deux aspects. Parce que vous aurez une entreprise solariste, une entreprise frigoriste. Donc les bonnes pratiques qu'on a pu relever, c'est de privilégier les sites avec une demande de froid continue, comme les hôpitaux, les data centers, où il n'y a pas ou peu d'intermittence semaine week-end, pas de coupure hivernale. C'est là où il y a un intérêt, sinon ça dégrade les performances et même en termes financiers, ça rallonge le temps de retour sur investissement. Il faut aussi pouvoir s'assurer de réinjecter éventuellement le surplus d'électricité photovoltaïque, il y a une petite coquille sur le réseau, surtout en cas d'intermittence de la demande de froid. Et également, comme bonne pratique, étudier l'intérêt d'un stockage latent sensible pour pallier au décalage entre la production photovoltaïque et, par exemple, les besoins de froid. Par exemple, sur les salles de spectacle, donc un besoin qui se situe parfois en soirée. Et donc, il faut bien réfléchir à ce déphasage entre production d'énergie et consommation. Un exemple de bonne pratique, donc là, en gros, c'est l'intelligence, l'interface entre la production PV et la demande de froid, et où ils se sont assurés, l'équipe de maîtrise d'œuvre et les entreprises sont assurées de pouvoir réinjecter le surplus sur le réseau lorsque la demande spécifique de froid est plus faible ou inexistante. On va passer sur le troisième exemple d'enseignement. On en a parlé aussi en introduction de l'importance du dimensionnement. Du coup, je te laisse poursuivre sur quelques exemples de cas rencontrés sur le terrain. Le constat de non-qualité, c'est que les installations de froid sont parfois surdimensionnées par rapport aux besoins réels. Il peut y avoir diverses origines, l'absence de prise en compte du foisonnement, la peur des plaintes pour inconfort, etc. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas en remplacement de matériel. On avait un vieux groupe froid qui fonctionnait plus très bien pour X raisons, on ne sait pas vraiment. On a regardé sa puissance, on s'est dit, bon, allez, il n'était pas assez costaud, on en remet un nouveau, plus costaud. Voilà, tout ça par peur de manquer de froid.
Et en fait, non, on voit dans la pratique qu'il y a peut-être d'autres origines, d'autres explications à tout ça. Ça peut être un problème de distribution, d'équilibrage hydraulique, de vannes fermées sur un tronçon, de mauvais dimensionnement de tronçon, etc. Donc, il faut vraiment repasser toute la chaîne de production. Par exemple, sur cet exemple graphique, donc, il y a une courbe de charge d'instrumentation d'un groupe froid. Le groupe froid a été donné pour 41 kW électriques environ. Et en pratique, les instrumentations en plein été ont montré des puissances réelles nettement inférieures, de 15 à 20 kW électriques. C'est-à-dire par là que le groupe froid ne fonctionne pas à son régime nominal. Il est en quelque sorte sous-utilisé. Donc, ça traduit quelque part qu'il a été surdimensionné. Donc, les impacts, ça peut être déjà un fonctionnement à faible taux de charge préjudiciable à la durabilité des équipements. Les cycles courts, c'est notamment le cas sur les grosses productions centralisées où on a plusieurs étages. La machine va tourner sur un étage, mais est tellement puissante que les temps de démarrage et d'arrêt de certains équipements de la machine sont très courts. Donc, on va engendrer de la fatigue et de l'usure de matériel qui peut ramener, dans des cas extrêmes, à de la casse de matériel où il faut carrément changer des pièces et de façon assez régulière et des pièces relativement coûteuses. Second impact, c'est aussi le dimensionnement des auxiliaires et notamment de la pompe de distribution, ce qui entraîne une perte de performance et une chute du rendement global. Et enfin, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être aussi source de surconsommation électrique quand un niveau de production est déjà surestimé par rapport aux besoins réels. Ça veut dire qu'il va tourner à son maximum alors qu'à moitié ou un tiers, il aurait été suffisant. Donc la solution corrective, il peut y en avoir d'autres, mais déjà utiliser la possibilité d'utiliser des pompes à débit variable pour ajuster le débit réel d'eau glacée sur les groupes d'eau glacée, bien entendu, par rapport aux besoins, et limiter les consommations auxiliaires, donc pour essayer d'améliorer le rendement global. Aussi, en termes de bonnes pratiques, ce qu'on peut envisager, c'est d'essayer de dégager, avec l'ensemble des concepteurs, des études qui sont existantes, des seuils de vérification lors du dimensionnement. Sur certains projets, on a de la simulation thermique dynamique. Il faut voir si, au terme de cet STD, qui est parfois utilisé peut-être pas assez ou trop, je ne sais pas, mais en tout cas qui est utilisé, il faut essayer de voir si on n'a pas des valeurs plafond, des valeurs seuil pour comparatif. Par exemple, sur des usages de bureau, usage très très standard, une valeur de 100 watts froid par mètre carré est, on va dire, déjà très raisonnable. Hein. Le référentiel pérenne donnait déjà une valeur un peu plus élevée. Sur des bâtiments très bien conçus, bien isolés, bien protégés au niveau du soleil, on peut peut-être même légèrement descendre ce seuil. Mais bon, voilà, il y aura quand même peut-être un travail pour les usages non standards, donc tout ce qui n'est pas forcément du bureau pur, où là, il faudrait trouver des seuils. Et justement, en cas de simulation thermique dynamique, il faut faire attention aux 10 valeurs les plus élevées qui sont issues de la simulation et qui peut-être ne correspondent pas forcément à des réalités physiques, mais par contre s'attacher à exploiter la monotone de puissance. Donc voir en termes de fréquence quelles sont les puissances utilisées pour ne pas s'attacher justement à prendre le très faible nombre d'occurrences avec les valeurs de puissance les plus élevées, ce qui ramène à surdimensionner le groupe. Enfin, il faut essayer de favoriser la modularité de la production de froid, donc à augmenter le taux de charge ou à multiplier les étages de production, c'est-à-dire faire en sorte que par étage de production, on soit à peu près aux besoins exprimés pour que vraiment le groupe tourne de façon nominale et qu'il garde ses performances. Parce qu'on le verra tout à l'heure, les performances annoncées en termes de EEA, SEEA, tout ce que vous voulez, sont des performances théoriques, etc., qui ne sont déjà pas forcément adaptées à notre territoire, à nos climats. Mais en plus, quand le groupe est surdimensionné, qu'il est, on va dire, sous-utilisé avec des temps de cycle très courts, donc on dégrade ses rendements de performance. Voilà. Donc il faut en tenir compte. Et il faut également prendre en compte la gestion des hypothèses de traitement d'air dans le cas de locaux à forte densité d'occupation, les open space notamment, par exemple. Là, c'est le même exemple que tout à l'heure, mais sur la modularité de la production de froid, plutôt que d'avoir
un seul groupe pour l'ensemble du bâtiment, ce qui aurait été amené dans la pratique à des cycles courts. Chaque étage est alimenté par une production distincte. Pour la petite histoire, il y a même un étage où la clim est quasiment jamais utilisée parce que les gens, déjà c'est leur cœur de métier et voilà, ils peuvent s'en passer en général, donc ça tourne très très peu. Du coup, l'enseignement suivant, alors on sort un peu du dimensionnement sans complètement en sortir, on parle du stockage justement, comment l'utiliser à bon escient. Donc le constat, c'est qu'on a parfois des dispositifs de stockage de froid installés par défaut sans définition précise du rôle attendu. Et donc là, c'est par rapport au maître d'ouvrage, pour à titre informatif, bien informer à quoi sert le stockage et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Les impacts. Donc on a une baisse de l'efficacité globale du système due aux pertes thermiques liées au stockage. Bien entendu, parce qu'en fait, la production de froid que vous allez faire en temps normal, l'utiliser tout de suite, vous allez la stocker et la restituer après. Donc, dans toute chaîne énergétique, il y a toujours des pertes. Voilà. Et en plus, comme c'est le second point, on a une baisse du rendement parce que le stockage latent, par exemple, entraîne un régime de fonctionnement plus bas que celui de l'eau glacée. Donc, les coefficients de performance du groupe sont encore inférieurs. Donc, on dégrade globalement la performance globale. L'impact aussi, c'est qu'on complexifie le système et qu'on a tendance à avoir une moins bonne maîtrise par les prestataires. Entendu les prestataires, les maîtres d'ouvrage, mais aussi les prestataires de maintenance, si ceux-ci sont amenés à changer. Par exemple, on a une entreprise installatrice et au bout de quelques années, pour X raisons, on a un changement d'entreprise pour la maintenance. L'entreprise qui fait la maintenance n'a pas mis en œuvre le groupe, n'a peut-être pas toutes les connaissances sur le groupe et sur la partie stockage notamment. Donc ça peut engendrer des difficultés pour le suivi et l'exploitation. Donc les solutions correctives, déjà il faut bien comprendre et définir le rôle joué par le stockage. Et le cas échéant, faire appel à un bureau d'études spécialisé énergie pour un audit de l'installation et une solution d'optimisation. Alors, en termes de bonnes pratiques, et c'est là où on va expliquer un petit peu l'intérêt, c'est donc le rôle et le dimensionnement du stockage doit être bien étudié pour qu'il puisse jouer le rôle qu'on attend de lui. Et vérifier aussi que les gains économiques engendrés grâce au stockage compensent avantageusement le surcoût et la complexité engendrée. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que le stockage en soi n'apporte pas d'économie d'énergie. En fait, le plus souvent, il va vous permettre de combler justement ce déphasage entre, par exemple, production photovoltaïque, autoconsommation, production ou climatisation solaire, et demande de froid en soirée, etc. Ça peut être un des sujets. Mais souvent, c'est aussi et surtout pour baisser la puissance crête de la production. Au lieu d'avoir un groupe, par exemple, à 100 kW froid, vous rajoutez du stockage. L'idée, c'est de pouvoir baisser la puissance du groupe à 50 kW froid pour que, on va dire, au démarrage hors crête, le groupe en base est suffisant. Et au moment de la crête, vous avez le groupe plus le déstockage de froid qui permet d'arriver à ces 100 kg. Donc c'est en termes de puissance installée, d'abonnement éventuellement d'abonnement électrique pour avoir un abonnement plus bas. Voilà les principaux avantages. Mais en soi, ça n'apporte pas d'économie d'énergie. Et il faut vérifier que le surcoût engendré est avantageux. Et en plus, dans cette partie stockage, il faut étudier dans le dimensionnement aussi bien la capacité, donc la quantité d'énergie, on va dire, stockée, utilisable, que la puissance de stockage et de déstockage, et la puissance de production directe. Donc tous ces éléments-là, combien d'énergie mon groupe va produire, combien je peux stocker dans le stockage, par exemple stockage latent, combien je pourrais restituer après lors des besoins. Donc tout ça, c'est un travail très fin qu'il faut confier à des prestataires spécifiques, spécialisés, des bureaux d'études compétents qui savent bien le faire. Et il y en a à La Réunion.
On peut privilégier le stockage à temps si l'espace est insuffisant, peut-être par exemple pour le groupe d'un local technique, ou si, je sais pas, si on a un local fermé ou difficulté pour placer un plus gros groupe, on mettra un groupe plus petit et un stockage décentralisé. Mais globalement, en général, on reste plus coûteux en termes financiers, plus complexe. Ce qu'il faut bien faire attention aussi, c'est à la régulation entre le stockage et la production de froid. Il faut opter pour une régulation connue et éprouvée, en général du fournisseur du produit de stockage latent. Voilà, il faut éviter de fabriquer sa propre régulation sous peine d'avoir des difficultés et après des difficultés aussi pour le suivi et la maintenance. Et par ailleurs, cette solution s'adresse vraiment à des usages spécifiques avec de forts besoins de climatisation, donc des pics pas ponctuels, mais d'assez courte durée, très importants à certains moments, et déphasés, par exemple en soirée, la nuit, etc. Un exemple de bonne pratique, donc on a une installation photovoltaïque qui alimente un groupe froid qui lui-même alimente un stockage latent, tout ça via un automate de gestion. Et là, par contre, on a une véritable intelligence qui permet de lisser les consommations, la production, etc., qui essaie d'optimiser en temps quasi réel l'ensemble du process de production et de stockage de froid. Alors pour l'enseignement suivant, qui est celui du sujet des pompes à débit variable. Le constat suivant qu'on a fait, c'est qu'on a encore des groupes avec des pompes de distribution à débit fixe, qui donc fonctionnent en permanence à la puissance nominale, alors que le régime maximal de débit est rarement atteint. On a des études et retours d'expérience récents de bureaux d'études qui nous disent que ce régime-là il atteint moins de 10% du temps. Donc en fait, on a un groupe qui va tourner, enfin une pompe de distribution qui va tourner quasiment tout le temps, alors que voilà, le régime atteint seulement 10% du temps. Les impacts sont les suivants: un surdimensionnement de la pompe par rapport aux besoins réels et une surconsommation. Donc il faut quand même savoir que la distribution sur les groupes d'eau glacée, c'est quand même quelques pourcents du poste de consommation de la climatisation. Dans certains cas extrêmes, avec des installations un peu compliquées, les retours d'expérience montrent des parts de consommation de la partie distribution entre 20 et 40% de la consommation totale du poste. Parce qu'il faut effectivement tenir compte des auxiliaires, donc de la pompe de distribution, des terminaux, etc. Et s'ils sont nombreux, mine de rien, ça commence à représenter un certain pourcentage qu'on n'a pas souvent, qu'on ne soupçonne pas en fait. Et c'est en faisant de l'instrumentation assez fine, on se rend compte que ce qu'on pensait être négligeable ne l'est pas vraiment. Bien entendu, le groupe restera prépondérant, mais dans une quête d'amélioration d'efficacité énergétique et par exemple de l'arrêté TSIA, il faut quand même étudier toutes ces pistes-là. Aussi le problème avec les pompes à débit variables, ça peut être aussi une difficulté pour l'équilibrage des réseaux. On reparle dans notre enseignement. Donc en solution corrective, on peut rajouter un variateur de fréquence, un variateur de vitesse sur la pompe existante pour réaliser des économies d'énergie. C'est une solution qui est légèrement coûteuse, mais qui présente un très bel retour sur investissement, qui est assez simple à mettre en œuvre et qui est très efficace. Et en termes de bonnes pratiques, donc privilégier les pompes à débit variable, ça devrait être le cas normalement, même maintenant en maintenance, mais ces pompes-là qui adaptent le débit d'eau glacée en fonction de la demande réelle. On veillera à garder un delta T, donc comme on disait, supérieur à 2 degrés Kelvin, sous peine d'avoir une pompe fonctionnant trop régulièrement. Voilà, si on met 1 degré Kelvin, on risque d'avoir une pompe qui tourne trop, et au-delà, on aura une demande de froid qui n'est pas assurée. Donc, également, il faut dimensionner la pompe en fonction de ce delta-là. Il n'y a pas surdimensionner, mais pas sous-dimensionner non plus cette pompe de distribution. Voilà, par exemple, quelques exemples de pompes à débit variable. Donc, on va partir sur le prochain constat, qui est donc de calorifuger et d'entretenir les réseaux d'eau glacée. Donc, le constat, c'est que tout simplement, avec le temps, les réseaux d'eau glacée connaissent une dégradation de leur calorifuge et souffrent de la présence de boue à l'intérieur des réseaux.
Donc, on a sur l'exemple, sur la photo, un calorifuge qui n'est pas forcément, en tout cas non adapté en extérieur, avec notamment de la dégradation du UV, mais également, sans doute moins, à tout ce qui peut être impact physique. Là, par exemple, on a des arbres à proximité avec des branches ou des choses qui peuvent tomber, qui dégradent. On peut avoir, par exemple, aussi des petits animaux, des rongeurs, des chats qui passent par là et qui grattent ce calorifuge et qui le dégradent. Les oiseaux également, etc. Et donc, ça va faire des points d'entrée pour l'eau, des points d'entrée pour la dégradation, pour la corrosion, etc. Et donc, l'équipement à terme, il devient obsolète et il aggrave même peut-être, il accélère même le processus de corrosion des réseaux. Donc, ce type d'équipement n'est pas forcément adapté à tous les endroits, mais au minimum, il faut un minimum d'entretien. Donc, une couche de peinture anti-UV régulièrement, parce que l'UV dégrade aussi ce type de calorifuge. Donc, il faut mettre une couche de peinture spécifique régulièrement. Et il faut essayer aussi de le protéger physiquement de tout ce qu'on a pu évoquer par rapport au contact physique. Donc les impacts, bien entendu, si le calorifuge est dégradé, on a des pertes énergétiques. On peut avoir de la condensation entre la tuyauterie et l'isolant qui peuvent entraîner ou accélérer des problèmes de corrosion sur la face externe. Pour ce qui est de la présence de boue, maintenant, donc, comme vous savez, donc dans l'eau, on a des impuretés, on a voilà, un certain nombre de micro-organismes, etc. Et donc, selon la qualité de l'eau, là on parle surtout des groupes d'eau glacée, mais la qualité de l'eau doit être suivie régulièrement, le pH, etc., pour voir si justement on n'a pas trop de matière en suspension. Parce que ces matières en suspension peuvent s'agglomérer, peuvent boucher les terminaux, les batteries des terminaux, etc., peuvent entraîner des baisses de performance. On peut avoir aussi des biofilms qui se développent sur le réseau qui entraînent une diminution de la section et donc une diminution du débit d'eau glacée effectivement distribué et une surconsommation électrique parce qu'il va tourner plus longtemps, etc. Donc, mine de rien, ce sont des éléments assez importants et par ailleurs qui nuisent donc à la durabilité des équipements. Donc, en solution corrective, comme je disais, appliquer une couche de peinture protection anti-UV tous les 2 à 3 ans minimum, mais bien entendu, enfin, on ne le dit pas, mais mettre en place un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée qui vérifie quand même régulièrement l'état des calorifuges, des extrémités, etc. Voilà, il n'y a pas de souci. Sur la partie boue interne dans le réseau d'eau glacée, donc une solution corrective peut être la mise en place d'un clarificateur et d'un filtre sur le réseau d'eau froide et également de réaliser régulièrement, enfin régulièrement, c'est tous les 4 à 5 ans, un désembouage. Et quoi qu'il arrive, faire un suivi lors de la maintenance de la qualité de l'eau. Donc par exemple, sur les images, les illustrations, vous voyez un clarificateur avec la partie centrale qui est magnétique, qui va donc capter toutes les impuretés magnétisables. On ne l'a pas rajouté, mais on aurait pu mettre une troisième photo. On a le filtre qui va physiquement arrêter les plus grosses particules non magnétiques. Donc ça permet quand même de nettoyer le circuit d'eau glacée. Les bonnes pratiques sont donc de proscrire les manchons souples sur les réseaux extérieurs et collecteurs principaux à l'intérieur, d'utiliser plutôt à la place un complexe calorifuge coque solide en extérieur, voire en intérieur sur certains tronçons, de traiter les points faibles avec un renforcement d'isolant, également d'exiger des notes de calcul avec des hypothèses cohérentes. On a par exemple le cas de canalisation qui passe en gaine technique ou dans les combles, où on peut avoir par exemple des températures relativement élevées. Donc évidemment, s'attacher à prendre les services d'un concepteur, un bureau d'études spécialisé pour vérifier les notes de calcul de l'entreprise également. On doit également prévoir ou intégrer directement des attentes
ont même un système de traitement des eaux sur le circuit, ce qui permettra de faciliter la maintenance. Et donc, par là, prévoir un système de désembouage sur les productions d'eau glacée. Type de calorifuge avec une coque solide. Bon, là, pour le coup, c'est en intérieur, mais le principe, c'est d'avoir des choses comme ça sur les réseaux intérieurs spécifiques et les réseaux extérieurs. Donc, pour garder le froid et protéger l'isolant qui se trouve à l'intérieur. Ok, du coup, sur l'enseignement, on continue sur le côté, la partie distribution et notamment l'équilibrage hydraulique dans le cas des groupes d'eau glacée. Oui, donc le constat de non-qualité, c'est qu'on a des réseaux d'eau glacée qui sont parfois mal équilibrés, avec des tronçons sous-alimentés par rapport aux besoins. Ce qui peut amener donc à des problèmes de sensation d'inconfort thermique. C'est ce qui explique parfois, pareil, sur un même plateau de bureau d'une même entreprise, que l'on ait par exemple une partie où la climatisation semble ne pas fonctionner, où on n'a pas assez de froid, et un local juste à côté, un bureau à côté, où la clim a l'air de parfaitement fonctionner. Ça peut être notamment dû à ça. Donc, euh, alors, l'origine, c'est tout simplement l'absence de vanne d'équilibrage sur le circuit, tout simplement, ou un équilibrage hydraulique initial ou en maintenance annuelle non réalisé. C'est souvent le cas. Ça peut être aussi, mais plus rarement, sous-dimensionnement de certains tronçons par rapport à la demande de froid réel. Par contre, on peut assister à des modifications dans le bâtiment, comme je disais tout à l'heure, des extensions, des changements de destination je sais pas, d'un espace de vie qui devient un bureau, etc., qui n'était pas pensé pareil, du décloisonnement, etc. Donc, enfin, on peut avoir plusieurs exemples qui font qu'on a des tronçons qui n'étaient pas prévus pour ça à la base. Et il faudrait éventuellement, le cas échéant, revoir la section des tronçons terminaux sur ces parties-là. C'est un sujet complexe, l'équilibrage hydraulique, et il faut savoir que la variation de débit du distribution peut créer malheureusement ou amplifier les problèmes d'alimentation de certains tronçons. Donc, lors de la mise en place de débits variables, il faut faire très attention à faire un suivi et à veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'équilibrage. Et enfin, en rénovation et même dans le neuf. Voilà. Les principaux impacts, donc la mauvaise desserte, comme je disais, des terminaux sous-alimentés, une absence de confort, l'augmentation du débit de distribution entraînant une surconsommation également, et on peut assister dans des cas extrêmes à l'augmentation de la puissance installée pour pallier au problème d'inconfort entraînant une surconsommation. Par exemple, on a eu un retour d'expérience d'une entreprise où l'ancien groupe froid avait certainement un problème d'équilibrage au niveau du réseau et où on a remplacé par un nouveau système plus puissant, alors que le problème ne venait pas vraiment de la puissance, mais de la distribution de froid. Donc la solution corrective, c'est de revoir l'équilibrage hydraulique, de vérifier déjà, et de faire des actions correctives. Donc, parfois, ça peut conduire à des changements de tronçons, éventuellement de terminaux. Il faut, quoi qu'il arrive, rajouter des vannes hydrauliques au point stratégique du réseau pour permettre les réglages. Les bonnes pratiques, c'est de soigner tout simplement le dimensionnement des réseaux, prévu selon la répartition de froid qui doit être pensée bien en aval. Éventuellement, essayer d'anticiper les changements de destination, les extensions, etc. Mais ça, c'est toujours très compliqué. Exiger aussi les notes de calcul en phase conception et, comme on le répète souvent, s'entourer d'un assistant technique compétent, bureau d'études par exemple, pour leur analyse. Et aussi, au tout départ, demander un équilibrage initial à l'entreprise installatrice et une vérification annuelle de l'équilibrage dans le cadre de la maintenance. Alors du coup, avant de passer à l'enseignement suivant, juste une question par rapport à l'enseignement précédent sur la présence des boues. Est-ce qu'on a identifié l'origine de ces boues sur les opérations où il a été constaté justement ces problèmes de boue? Non, c'est un phénomène naturel. Après, on peut avoir des spécificités dans certains cas, mais comme je le disais tout à l'heure, on a des micro-organismes dans l'eau, on a des microparticules naturellement. Donc, cette eau qui est présente dans le réseau en contient déjà. Si on n'a pas
de pré-filtre, de filtre sur la distribution de l'appoint en eau, et notamment par exemple quand certaines installations où on a des fuites d'eau suite à un souci quelconque, l'appoint en eau donc, ramène aussi de l'oxygène dans le réseau et éventuellement des microparticules, des micro-organismes, etc. Donc c'est un phénomène tout à fait naturel qui dépend de la qualité de l'eau en entrée du groupe, qui est dû en partie à ces organismes vivants et aussi au fait qu'on a de l'oxygène dans l'eau et que la canalisation est métallique et donc il y a de l'oxydation naturellement. Donc on a cet ensemble de matières qui va circuler dans le réseau et qui peut avoir tendance à s'agglomérer, donc qui peut boucher certains terminaux au niveau des cassettes, des ventilos convecteurs, et parfois aussi, comme je disais, la présence de biofilms. Donc c'est une espèce de couche autour de la canalisation qui réduit la section de passage. Mais de toute façon, on a les mêmes problématiques sur, par exemple, la distribution d'eau chaude pour les installations solaires collectives. On va en parler lors de la prochaine visio. On a à peu près le même type de thématique. Et le problème, c'est que par exemple, les biofilms qui se mettent sur la paroi de la canalisation intérieure accélèrent encore davantage le phénomène de corrosion à ce niveau-là. Voilà, parce qu'ils apportent de la matière, etc. Donc, c'est un phénomène naturel, mais voilà, il faut en tenir compte et on l'a systématiquement après. Après, voilà, c'est pour ça qu'il faut vérifier régulièrement, peut-être pas tous les ans, mais tous les 3 à 4 ans, il est bon de faire un désembouage. Et puis les mesures simples, là, comme la mise en place d'un clarificateur, ça permet déjà de limiter grandement ces dépôts, de les éliminer régulièrement de façon très simple. Ce que je veux dire par là, le plus important, au-delà finalement de connaître tout ça, j'ai envie de dire, c'est de comprendre pourquoi il faut de la maintenance. Il faut de la maintenance pour toutes ces questions-là, pour la durabilité, pour garder les performances initiales qui ont été établies, comme je rappelle, sur des critères qui ne sont pas les nôtres. Donc les coefficients de performance qui sont annoncés ne sont pas les coefficients réels. Ça, c'est un autre débat. On pourra en discuter en atelier thématique. Et donc pour la durabilité des matériaux, le surcoût, et il faut penser coût global. Donc durée de vie du matériel, coût d'exploitation, consommation électrique, coût des réparations, parce qu'une grosse installation groupe d'eau glacée pas maintenue, voilà, pendant 3-4 ans, vous ne faites pas de maintenance, vous ne dépensez pas de sous pour ça, et au bout de 4 ans, il y a un truc qui lâche, et c'est voilà, tout de suite des devis assez importants, et au final, ça vous aurait peut-être coûté moins cher d'entretenir, d'avoir un contrat de maintenance annuel. En tout cas, ce sont des installations qui ne sont pas simples, avec des détails qui nécessitent vraiment de l'expertise, hein, autant au niveau des entreprises que des concepteurs. Ok, donc merci sur cette partie entretien. Et concernant le suivi, justement, le prochain enseignement, c'est plus sur le suivi de la consommation de la climatisation. Est-ce que tu Voilà. peux, en t'appuyant sur les constats qu'on a pu faire, enfin que tu as pu faire sur le terrain? Bon, voilà, ça c'est un constat qui est très simple, mais on n'y pense pas forcément, c'est qu'on a en fait pas ou très peu d'informations sur la consommation de la climatisation. Bien qu'on sait que c'est le poste prioritaire sur le TSIA, notamment sur le TSIA bureau et même commerce, etc. En fait, on ne sait pas combien il consomme, comment il consomme, etc. C'est juste qu'il consomme beaucoup. Donc, tout ça, ça entraîne quoi? Ça entraîne une méconnaissance des consommations liées à la climatisation. Ça peut entraîner, par exemple, un abonnement électrique du site surdimensionné parce qu'on a peur de ne pas avoir assez de puissance, donc on met un seuil assez haut, bien que EDF fait un bon travail, qui est le principal fournisseur d'énergie ici, donc voilà, mais il y a un très bon travail d'optimisation des contrats avec ses clients, mais au départ, on peut être amené à surdimensionner un abonnement électrique, surtout quand le groupe froid lui-même est surdimensionné, tout ça pour au final être à 25% de ces seuils-là. Donc ça, c'est des impacts immédiats, mais on a aussi l'absence ou l'impossibilité de détecter des dérives de consommation. Par exemple, sur des groupes assez simples, vous avez une horloge qui coupe, qui permet la mise en route, etc. Sur un défaut d'horloge, vous ne le verrez pas forcément immédiatement. Vous n'avez pas l'outil pour, alors qu'un simple suivi de consommation permet de repérer
ce genre de dérive. Ça peut être aussi une déprogrammation de l'horloge interne du groupe. Ça entraîne aussi quelle difficulté, par exemple, par rapport à la RTTS, tout à l'heure je disais, l'absence d'identification des améliorations possibles de la performance. Comme on n'a pas la courbe de charge de la consommation de la clim, on ne sait pas sur quoi est-ce qu'on pourrait agir. Enfin, on a des idées, mais ça apporte un autre point de vue et d'autres détails qu'on ne peut pas voir à l'œil, on ne peut pas envisager peut-être. Et des difficultés aussi pour suivre le gain d'action d'économie d'énergie. Je disais tout à l'heure, vous mettez une pompe à débit variable, là, on vous dit que ça fait des économies d'énergie, c'est très bien, mais combien? Combien? Donc c'est intéressant d'avoir un suivi, d'avoir la situation avant et la situation après action. Si demain vous baissez la température de consigne, que vous passez de 22 degrés à 26 degrés, normalement vous devrez le voir sur la courbe de charge. Donc ce manque-là de suivi de consommation, voilà, en plus c'est quelque chose qui est relativement simple et peu coûteux, enfin peu coûteux, je veux dire très vite rentabilisé, facile à mettre en œuvre, etc. Il y a des entreprises qui sont compétentes à La Réunion pour le faire, voilà. Et après, ça dépend bien sûr du niveau d'exigence, de suivi dont vous avez besoin. Mais on peut faire des choses très simples, par exemple, en solution corrective, mettre à minima un compteur électrique sur le groupe froid, voir sur la pompe de circulation si elle est déportée et si la puissance est élevée, parce qu'on a vu que les auxiliaires, ça peut représenter quand même quelques pourcentages du post-consommation, hein, ce qui n'est pas négligeable. Parce que quand on dit que la consommation, la clim, c'est 50%, par exemple, sur le haut glacé, c'est le groupe de glacé. Rajouter la pompe, rajouter les terminaux, etc., vous pouvez être à 55-60%. Surtout que certains équipements tournent en continu. Alors, les origines, comme je disais, c'est aussi une absence d'anticipation sur la mise en place de suivi de consommation au moment de la programmation, une absence ou une méconnaissance de système de comptage facile d'utilisation, et le terme facile est important, et l'absence et le suivi d'analyse lorsque ce système existe. Parce que oui, il y en a aussi le cas où on a des équipements qui sont mis en place, ça peut être aller du simple compteur à la GTC, donc on a tout ce qu'il faut sur la main, sauf qu'on n'a pas de personnes dédiées. Et là, on y compter sur la bonne volonté de personnes qui ont la compétence pour pouvoir suivre ces données-là. Cette donnée-là, mais ne sert en pratique à rien. Donc ça, c'est dommage aussi. Donc les bonnes pratiques, c'est dès la mise en place, dès la conception, mettre en place un système de comptage d'énergie et éventuellement sur les frigories, si on veut vraiment aller très loin et aller finement dans le détail, comparer la consommation électrique et production de froid et voir les rendements, notamment sur les grosses installations. Ça peut être très intéressant, mais il faut avoir la compétence, soit en interne, soit prestataire, bureau d'études, etc., qui le fait pour vous. Et comme je disais, aussi peut-être désigner au sein même de la structure une personne en charge du suivi régulier des consommations, qu'on appelle par exemple référent énergie. Ça existe par exemple sur la partie industrie avec des types de fiches de poste qui précisent un peu les missions. On pourrait réfléchir à quelque chose d'assez équivalent au sein d'une entreprise si elle est assez grosse. Peut-être mutualiser ces moyens-là ou sous-traiter la prestation pour plusieurs entreprises avec un prestataire externe. En tout cas, il faut qu'il y ait une personne qui ait le temps dédié, qui ait peut-être sur sa fiche de poste cette mission-là, mais il faut que la personne soit quand même un minimum compétente, peut-être avec des formations, etc. Sachant que globalement, pour la maintenance d'un bâtiment, pour le propriétaire, il est toujours bien d'avoir une personne technique sur site qui maîtrise tous les aspects, donc clim, CS, etc. Donc ce rôle de référent est assez important. Par exemple, une bonne pratique, la mise en place de comptage d'énergie qui permet de suivre l'historique des consommations. Donc là, pour le visuel, vous voyez que le groupe il démarre le matin vers 7 heures pour les premiers arrivés au bureau. Il s'arrête le soir parce qu'on a des gens qui travaillent un peu plus tard. Mais qu'il n'y a pas de consommation parasite la nuit, pas le week-end, les jours fériés, c'est également coupé, etc. Et voilà. Et donc, ce suivi de consommation permet de s'assurer qu'il n'y a pas de dérive, de déprogrammation. On peut par exemple avoir des plateformes de GTC pour le suivi des consommations, on peut changer les paramètres à distance, etc. Là, on va plus loin que du suivi, on peut même jouer sur je sais pas, sur les températures de consigne, on peut communiquer avec le groupe directement. Voilà, donc ça peut être très très simple à un peu plus compliqué. On n'a pas parlé du fait de relever les index de consommation tout à l'heure, mais effectivement, si vous mettez juste un compteur d'énergie dans le tableau électrique
qui alimente le groupe d'eau glacée. Encore faut-il quelqu'un aussi qui se déplace pour aller relever les index tous les mois ou régulièrement, pour se fixer un seuil de consommation, je ne sais pas, allez, 20 000 kWh de consommation mensuelle de la climatisation. En dessous, c'est qu'on a consommé moins. Au-dessus, c'est peut-être qu'elle dérive. Voilà. Enfin, il y a une méthodologie à mettre en place. Merci Cyril. Et du coup, le dernier enseignement pour aujourd'hui, donc et pas forcément le dernier enseignement du rapport, hein, puisqu'il y en a trois qu'on ne va pas présenter pour rester dans un format suffisamment court, donc est celui d'adopter des mesures préventives et correctives contre la corrosion. Oui, donc le constat de non-qualité, c'est qu'on a des groupes froids installés en toiture et à proximité du littoral qui sont rapidement corrodés. Donc, aussi bien au niveau des supports que des pièces métalliques type boulonnerie, etc., mais aussi des échangeurs. Donc, vous voyez par exemple là, l'exemple de photo, on voit que l'échangeur est fortement dégradé, même les supports, la visserie, la boulonnerie, etc. Donc ça a divers impacts qui peuvent amener à la dégradation prématurée du groupe, donc réduisant sa durée de vie. Dans des cas très extrêmes, mais bon, on va pas aller jusque-là, mais un risque de désolidarisation du groupe de son support. Et notamment, donc, on est parfois confronté à des vents cycloniques, donc il faut faire gaffe. Pour les groupes d'eau glacée, c'est peut-être un peu moins le cas, mais par contre, on voit régulièrement, par exemple, des splits avec des supports, des équilles qui sont extrêmement rouillés, qu'il faudrait changer parce qu'effectivement, ces supports-là commencent à bien fatiguer. Et ensuite, au niveau de l'échangeur, ça amène tout simplement une diminution des performances, tout simplement parce que la surface d'échange et la qualité de l'échange thermique au niveau de l'échangeur se fait moins bien et donc vous dégradez automatiquement les performances. Et qui dit dégradation de la qualité de l'échange thermique dit surconsommation. Donc en solution corrective, il faut mettre en place un programme de maintenance, encore une fois, mais pour le point particulier des échangeurs, pour les groupes de glacés, mettre en place, pourquoi pas, un protocole de rinçage. C'est notamment le cas si on se situe près du littoral et qu'on a un air salin très, très, très important. Bon, là, une petite coquille sur la diapo, on a mis 1 à 2 fois par semaine, mais c'est plutôt 1 à 2 fois par mois. Hein. Et il faut mettre également tout ça pourquoi? En fait, le rinçage à l'eau claire va permettre tout simplement déjà d'enlever tout le sel qui s'est accumulé sur l'échangeur et donc éviter la corrosion. Limiter en tout cas dans le temps. Il faut par contre faire attention parce qu'on a vu sur des exemples, par exemple Kelonia pour pas citer, qui sont très moteurs sur toutes les thématiques. Ils ont mis en place ce protocole de rinçage au préalable. Ils ont fait venir une personne ressource du fabricant du groupe de glacé. Et on s'est rendu compte qu'au départ, le rinçage était trop régulier. Et au lieu de retarder la corrosion de l'échangeur, ça avait tendance peut-être à l'accélérer, ou en tout cas, il n'y avait pas de gain significatif. Donc, ils ont travaillé pas à pas pour trouver le bon seuil, la bonne occurrence, la bonne fréquence de rinçage, à peu près 1 fois par mois, pour limiter la corrosion due à l'air salin, au dépôt, etc., et limiter la corrosion due à l'air, à l'eau directement envoyée sur l'échangeur. Donc c'est un travail, voilà, il faut s'entourer aussi de professionnels. Donc en solution aussi, tout ce qui est support, vis, structure, il faut appliquer un traitement anti-corrosion. Nous, par exemple, sur des cas un peu sur la côte, on a vu que des traitements à base de résine époxy sur les capotages, peut-être pas tous les mois, mais régulièrement, ça marche relativement bien. Ça permet de retarder la corrosion des supports et des pièces métalliques en général. Ensuite, en termes de bonnes pratiques, placer judicieusement les groupes pour éviter les vents marins directs sur l'échangeur. Donc, mettre un enclos, par exemple, même l'orientation de l'échangeur par rapport au vent direct venant de la mer, ça peut être une solution, mettre un enclos autour, etc. Prévoir donc, du coup, une arrivée d'eau claire à proximité pour faciliter le rinçage, mais aussi garantir un accès en toiture facile pour une maintenance aisée. Et peut-être aussi, il y a une discussion, mais qui est pas voilà, où il y a encore peut-être du débat, porter une attention particulière au choix du condenseur dans les zones fortement exposées aux embruns. Donc, on a différents types de technologies d'échangeurs. Il faut aller sur des échangeurs spécifiques. On en reparlera lors des ateliers thématiques et lors du guide aussi sur les enseignements qui va sortir.
Donc voilà, par exemple, un exemple de bonne pratique, un enclos maçonné autour du groupe qui permet déjà de faire une protection physique contre l'air salin direct. Et par exemple aussi sur notre site à Québec, pour pas le nommer, donc pareil, un enclos maçonné autour, plus une protection par tôle, polycarbonate, structure bois au-dessus, plus un robinet à proximité pour le rinçage, plus un traitement époxy pour toute la carcasse métallique. Donc, je termine sur ce 9e constat. Comme disait tout à l'heure Samuel, il y en a 3 autres qui sont présentés dans le guide et qu'on n'abordera pas ce soir. Donc, je laisse peut-être la parole à Samuel pour la transition. Donc, tout à fait. Les 3 enseignements qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, c'est le premier, c'est sur le fait de gérer l'inoccupation et la saisonnalité, avec notamment un point d'attention sur l'arrêt et le redémarrage des installations qui peuvent être coupées. L'enseignement sur le fait de mettre en place un suivi de contrat de maintenance sur les groupes froids. Donc oui, mettre en place un contrat, mais en plus de bien lister les points qui doivent être suivis, on en a parlé un petit peu, parce que c'est récurrent dans pas mal d'enseignements, la périodicité et fréquence de cet entretien. Et puis le dernier enseignement qui traitera du fait de sensibiliser les usagers au bon usage de la climatisation. Toutes les questions de la maîtrise d'usage sur cet enseignement qui est assez transversal aussi aux autres enseignements. Du coup, on va conclure ici. Juste pour rappel aussi, donc dans les différents livrables qu'on va créer dans le cadre de cette action, il y a certains enseignements qui vont être déclinés en format tuto. Donc des formats tuto qui sont très courts, format vidéo, qui permettent de sensibiliser les personnes que vous voulez sensibiliser au sein de vos structures ou via les réseaux sociaux, etc. Rafraîchissement en ventilation naturelle. Tenir compte du couple usage, mode de rafraîchissement dans l'organisation intérieure de l'ouvrage. La présence de poussière, d'humidité et d'embrun dans l'air n'est pas propice à la ventilation naturelle de certains espaces de stockage de matériaux sensibles, comme les bibliothèques, les salles des archives ou autres espaces à activité spécifique. L'environnement humide et salin contribue à détériorer les ouvrages en papier. Le sel, rendant l'humidité plus corrosive, et la présence de poussière nuisent aux conditions de propreté spécifiques. Les bonnes pratiques du dispositif REX bâtiment performant. Interroger le recours à la climatisation au regard des différents usages au sein du bâtiment et identifier les usages sensibles. En cas de mixité des espaces au sein d'un même bâtiment, recourir au zonage intérieur afin de regrouper les espaces climatisés pour limiter les déperditions de froid et optimiser les réseaux. Pour ces espaces climatisés, adapter l'isolation et l'étanchéité à l'air des parois et des menuiseries. Enfin, pour les espaces mixtes, prévoir des menuiseries étanches et réversibles adaptées à la climatisation et à la ventilation naturelle. Donc il me reste juste à vous remercier tous de votre participation, de remercier spécifiquement aussi les 2 contributeurs qui ont permis les échanges pendant les séquences de travail, donc Florian Mermoud et puis Christophe Lombardo pour ce travail, et puis vous donner rendez-vous pour les prochaines webconférences. Donc là vous voyez à l'image les dates qui sont déjà passées, les prochaines dates qui arrivent, le petit QR code pour vous inscrire et retrouver les replays également qui sont disponibles. Voilà, bonne fin de journée à tous. Merci à tout le monde. À bientôt.